Ma fille aînée n'a pas décroché son téléphone. Mon fils n'a même pas rappelé. Et ma cadette m'a envoyé un message. « Je suis au travail, maman. Repose-toi bien. » 3 jours à l'hôpital, et pas un seul visage de ma famille pour me dire que j'allais m'en sortir. Je m'appelle Marguerite. J'ai 69 ans. Je suis veuve depuis 6 ans. Et ce que j'ai découvert à mon retour chez moi ce jour-là a changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé un mardi matin, en novembre. Je descendais l'escalier de ma maison à Caen, une vieille bâtisse en pierre que mon mari René et moi avions achetée ensemble en 1987. J'avais ma tasse de café dans la main droite et je pensais à la liste de courses que j'avais oublié d'écrire la veille. Le dernier barreau de l'escalier était légèrement humide. Je l'avais remarqué la semaine précédente. Je m'étais dit qu'il faudrait le signaler à mon fils. Je ne l'avais pas fait. Mon pied a glissé. Je me souviens du bruit sourd. Je me souviens du café qui s'est répandu sur les carreaux du couloir. Et puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais sur le carrelage froid, la cheville droite hurlant une douleur que je n'avais jamais connue. J'ai essayé de me relever. Impossible. J'ai rampé jusqu'à mon sac à main, qui était tombé avec moi, et j'ai appelé le 15. Ce n'est pas ma fille qui a ouvert ma porte aux secouristes. C'est ma voisine Huguette, 77 ans, qui avait entendu le choc depuis son appartement attenant et qui attendait déjà devant chez moi en robe de chambre, les bras croisés sur la poitrine par le froid. C'est elle qui a pensé à prendre mes papiers d'identité dans le tiroir de l'entrée. C'est elle qui a fermé ma porte à clé. À l'hôpital, on m'a annoncé une fracture de la cheville et une commotion légère. 3 jours d'observation minimum. L'infirmière qui m'a installée dans ma chambre m'a demandé, avec une gentillesse professionnelle, si quelqu'un allait venir me rejoindre. J'ai dit oui, avec la même certitude tranquille qu'on a quand on ne doute pas encore. J'ai appelé mon fils Benoît en premier, 44 ans, commercial dans une entreprise de logistique à Rouen. Il a répondu presque immédiatement, ce qui m'a soulagée. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai eu un accident, mon grand. Je suis tombée dans l'escalier. J'ai une fracture à la cheville. Je suis à l'hôpital du CHU de Caen. » Un silence. Puis, « C'est grave ? Non, mais j'ai besoin que tu viennes. » Un autre silence, celui-là plus long. « Maman, je suis à mi-chemin d'une tournée client. J'ai 4 rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que tu peux appeler Isabelle ? Elle est plus proche. » Isabelle, c'est mon aînée. 51 ans, directrice d'une agence immobilière à Bayeux, à 20 minutes de Caen. Quand je l'ai appelée, elle a laissé sonner 4 fois avant de décrocher avec la voix de quelqu'un qui est en réunion. Je lui ai expliqué. Elle a dit « Oh là là, maman, tu t'es fait mal comment ?» J'ai répété. Elle a soufflé doucement. « Écoute, j'ai une signature de compromis cet après-midi, je ne peux vraiment pas m'absenter. Je vais dire à Julien de venir te chercher dans quelques jours quand tu seras sorti. » Julien, c'est son mari. Un homme bien, mais qui ne prend jamais d'initiative sans qu'Isabelle le lui dise. J'ai ensuite appelé ma cadette, Chloé, 38 ans, aide-soignante dans un EHPAD à Lisieux. Elle au moins a compris ce qu'est une fracture. Elle a dit « Pauvre maman. Mais tu sais, je suis de nuit cette semaine, je dors le jour. Je vais essayer de m'organiser, mais je ne te promets rien. » Elle m'a envoyé un message 1 heure plus tard. « Repose-toi bien, je pense à toi. » Voilà. C'était tout. Les heures qui ont suivi ont eu une texture particulière. Le temps à l'hôpital ne passe pas comme dehors. Il s'étire, il se compresse, il prend la couleur des plafonds blancs et l'odeur du gel hydroalcoolique. Je regardais la porte de ma chambre chaque fois qu'elle s'ouvrait. À chaque fois, c'était une blouse. Jamais un visage familier. Le lendemain matin, l'infirmière de nuit, une jeune femme prénommée Lucie, avec des yeux verts et une patience infinie, m'a apporté mon petit déjeuner en me demandant si j'avais bien dormi. Je lui ai dit que oui, pour ne pas la charger. Elle a posé le plateau, a arrangé mon oreiller, puis a demandé doucement. « Votre famille arrive aujourd'hui ?» Je lui ai souri. Mes enfants sont très occupés, vous savez. La vie moderne. Lucie a hoché la tête avec une compréhension qui en disait beaucoup. Elle n'a rien ajouté. Et c'est précisément ce silence-là qui m'a fait l'effet d'un miroir. J'ai passé cette 2e journée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Penser. Vraiment penser. Sans cuisine à surveiller. Sans téléphone qui sonne pour des questions auxquelles je suis censée avoir toutes les réponses. Je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu de l'année où Benoît avait perdu son emploi. C'était en 2018. René venait de mourir depuis 8 mois à peine, et moi encore engourdi par le deuil.
J'avais sorti 4 000 € de mon livret d'épargne pour l'aider à passer le cap. Pas de paperasse, pas de reconnaissance de dette. Une mère n'a pas besoin de ça, je m'étais dit. Je me suis souvenu d'Isabelle, qui m'avait appelé un dimanche soir de 2020 pour me dire que sa situation avec Julien était devenue très compliquée et qu'elle avait besoin de réfléchir. Elle était venue s'installer chez moi pendant 3 mois avec son chien, ses habitudes et ses horaires qui ne correspondaient jamais aux miens. Je lui avais cédé ma chambre parce que la sienne était trop petite selon elle. J'avais dormi dans la pièce du fond pendant tout ce temps, sans jamais le lui reprocher. Je me suis souvenu de Chloé qui m'avait demandé l'année dernière si je pouvais avancer le loyer de son nouvel appartement à Lisieux parce que son propriétaire voulait 2 mois de dépôt de garantie d'avance. 1 200 €. Elle m'avait dit qu'elle me rembourserait en décembre. Nous étions en mars de l'année suivante. Le sujet n'avait plus jamais été abordé. Ce n'était pas une comptabilité que je faisais là, dans ce lit d'hôpital. Ce n'était pas de la rancœur. C'était une lucidité qui m'arrivait trop tard, mais qui arrivait quand même, comme une lumière qui passe enfin sous une porte que l'on croyait condamnée. J'avais été utile toute ma vie. J'avais été disponible, généreuse, silencieuse dans mes manques. Et le jour où c'était moi qui avais besoin pas d'argent, pas d'un grand sacrifice, juste d'une présence, d'un visage, d'une main, personne n'était venu. Le 3e jour, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer. La fracture était simple, elle consoliderait bien avec une attelle et des béquilles. Il m'a regardé avec ce regard des praticiens habitués aux situations difficiles. « Quelqu'un vient vous chercher, Madame Fontaine ?» J'ai dit oui. J'ai appelé un taxi. C'est Huguette qui m'avait laissé un message dans la matinée. « Je vous ai fait une petite soupe, elle est dans votre réfrigérateur. La clé est sous le pot de géranium. Courage, ma belle. » Dans le taxi, avec mes béquilles posées contre la portière et ma cheville enserrée dans l'attelle, j'ai regardé défiler les rues de Caen-le-Château, la rue Saint-Pierre, les façades en pierre qui portent encore les cicatrices de la reconstruction d'après-guerre. Cette ville avait survécu à bien pire. Et moi aussi, j'avais survécu à bien pire. La femme qui était montée dans ce taxi n'était plus tout à fait la même que celle qui était tombée dans son escalier 3 jours plus tôt. La douleur était toujours là, dans ma cheville, dans ma poitrine. Mais quelque chose d'autre était là aussi, une décision, froide et propre, comme une lame neuve. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais seulement que je n'allais plus continuer comme avant. Quand le taxi s'est garé devant chez moi, j'ai vu la voiture d'Isabelle dans la rue. Mon cœur a eu un mouvement, un réflexe de mère, cet espoir idiot que l'on garde toujours. Elle était venue, finalement. Peut-être avait-elle réalisé, peut-être. J'ai pris mes béquilles, j'ai payé le chauffeur et j'ai avancé lentement vers ma porte. La clé était bien sous le pot de géranium. J'ai ouvert. Des voix dans le salon. Pas une voix. 3. Benoît, Isabelle et Chloé. Tous les 3, là, dans mon salon, alors qu'aucun d'eux n'avait trouvé le temps de venir à l'hôpital. J'ai poussé la porte du salon avec le bout de ma béquille. Benoît avait son ordinateur portable ouvert sur ma table basse. Isabelle avait des papiers étalés. À côté de lui, j'ai reconnu immédiatement le format. Des estimations de biens immobiliers, avec le logo de son agence en haut de page. Chloé tenait son téléphone, l'appareil photo dirigé vers les pièces de la maison. Elle faisait des photos de ma maison, de mes meubles, de mes fenêtres. Ils m'ont vu en même temps. Le silence qui s'est abattu était d'une densité extraordinaire. C'est Chloé qui a réagi la première. Elle a glissé son téléphone dans sa poche avec une maladresse qui en disait « Long, maman, tu es déjà sortie ?» On ne savait pas que c'était pour aujourd'hui. Benoît a refermé son ordinateur. Isabelle a rassemblé ses papiers d'un geste trop rapide. J'ai regardé chacun d'eux l'un après l'autre. J'ai regardé Benoît, qui n'avait pas pu quitter sa tournée commerciale pour venir me voir, mais qui avait trouvé le temps de faire les 2 heures de route depuis Rouen aujourd'hui. J'ai regardé Isabelle, qui avait une signature de compromis irrattrapable hier, et qui était là maintenant avec des estimations de ma maison. J'ai regardé Chloé, qui dormait le jour, et qui était pourtant debout, ici, à photographier mon intérieur. Je n'ai pas crié, je n'avais aucune envie de crier. Je me suis avancée dans le salon avec mes béquilles. J'ai pris le fauteuil de René, ce vieux fauteuil en velours bordeaux qu'il ne voulait jamais jeter, et je me suis assise dedans pour la première fois depuis sa mort. Pendant 6 ans, j'avais évité ce fauteuil. Ce soir-là, je l'ai choisi. « Comme c'est bien que vous soyez tous là !» ai-je dit posément. « Cela va me simplifier les choses. » Parce que j'ai pris une décision pendant ces 3 jours, et j'avais besoin de vous l'annoncer à tous en même temps.
Ils se regardaient entre eux avec cette expression des gens qui viennent d'être pris en faute et qui cherchent encore comment retourner la situation. Isabelle a été la première à reprendre contenance. Elle a fait ce sourire qu'elle fait depuis qu'elle a 16 ans, le sourire de la fille raisonnable qui va tout expliquer. « Maman, tu es épuisée. Tu viens de passer 3 jours à l'hôpital, tu as mal, tu n'es pas dans ton état normal. Laisse-nous t'aider à t'installer. On va discuter de tout ça calmement. » Je n'ai pas bougé du fauteuil de René. Benoît a enchaîné, avec cette voix qu'il prend quand il négocie avec ses clients. « On s'inquiète pour toi, maman. Cette maison, les escaliers, tu vois bien que c'est devenu risqué. Isabelle a des contacts, on pourrait visiter des résidences seniors très bien équipées, avec du personnel disponible 24 heures sur 24. » Chloé n'a rien dit. Elle fixait le sol. J'ai laissé Benoît finir. J'ai laissé Isabelle reprendre. J'ai laissé le silence revenir. Et puis j'ai dit, très calmement, « Votre père était un homme méthodique. Vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point il l'était. » Ils ont échangé un regard. Quelques semaines avant de mourir, René m'avait demandé de fermer la porte de son bureau. Il était encore debout à cette époque, mais il savait. Il savait exactement où les choses allaient. Il m'avait montré un dossier bleu qu'il gardait dans le tiroir du bas de son secrétaire, sous d'anciens relevés de compte. Dans ce dossier, il y avait des documents que son notaire, Maître Aubert, avait rédigés et enregistrés. Une donation avec réserve d'usufruit. « La maison vous appartiendra un jour ?» m'avait-il dit en me regardant avec ses yeux calmes qu'il avait toujours. « Mais tant que tu seras en vie, tu en es l'unique usufruitière. Personne ne peut te contraindre à la vendre. Personne ne peut décider de ton logement à ta place. Et si jamais tu sens qu'on essaie de te forcer la main, appelle Maître Aubert. Il a tout, y compris une lettre que je lui ai demandé de te lire en cas de besoin. » J'avais rangé ce dossier. Le deuil avait recouvert cette conversation d'une couche épaisse, comme la neige recouvre un jardin. Je n'y avais plus pensé. Jusqu'à l'hôpital, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai continué, toujours sur le même ton uni. Cette maison est la mienne. Pas parce que je l'occupe, pas parce que j'y ai mes habitudes. Parce que votre père a pris soin de s'en assurer légalement, avec une précision dont je commence seulement à mesurer la profondeur. Vous êtes nu propriétaire. Ce qui signifie que vous n'avez aucun droit sur ce bien tant que je suis en vie. Aucun. Pas de vente, pas de résidence senior, pas de décision prise à ma place. Benoît s'était levé. « Maman, mais personne ne parle de te forcer à quoi que ce soit. » J'ai levé une main, je n'ai pas fini. La décision que j'ai prise à l'hôpital n'a rien à voir avec la maison. Elle me concerne, moi. J'ai réalisé quelque chose dans ce lit. Je me suis comportée pendant des années comme si mon seul rôle était de rendre votre vie plus facile. Vos dettes, vos séparations, vos dépôts de garantie, vos revers professionnels, j'étais là, silencieuse, disponible, sans jamais vous demander de réciprocité. Et le jour où je suis tombée dans mon propre escalier, vous n'avez pas trouvé le chemin de l'hôpital. Mais vous avez trouvé le chemin de mon salon, avec des estimations immobilières. Chloé a levé les yeux. Les siens étaient humides. À partir d'aujourd'hui, les règles changent. Le virement mensuel que je faisais à Benoît, il s'arrête. Le 1200 € que tu me dois depuis plus d'1 an, Chloé, je ne te les réclamerai pas, mais il n'y aura plus d'avance. Et cette maison, Isabelle, n'est pas un bien à estimer. C'est l'endroit où j'ai élevé mes enfants et où j'ai accompagné mon mari jusqu'au bout. Elle redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, mon chez-moi. Isabelle avait les papiers entre les mains. Elle les tenait comme si elle ne savait plus quoi en faire. J'ai posé mes béquilles contre le fauteuil et je me suis levée avec la dignité que l'on trouve quand on n'a plus rien à perdre. « Je pense que vous connaissez le chemin, » ai-je dit. Benoît a voulu parler encore. Je l'ai regardé, juste regardé. Il s'est tu. Ils sont partis sans dîner, sans café, sans le revoir habituel. La porte s'est refermée. Et le silence qui a suivi était différent de tous ceux que j'avais connus dans cette maison. Ce n'était pas le silence du vide. C'était le silence du commencement. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Aubert. Son cabinet était installé dans une rue calme du centre de Caen, derrière la place de la République, dans un immeuble avec une plaque en laiton que René connaissait depuis 30 ans. La secrétaire m'a donné un rendez-vous pour la fin de semaine. Quand je suis arrivée, Maître Aubert, un homme aux tempes grises et aux lunettes rondes, avec quelque chose de profondément tranquille dans le regard, s'est levé pour m'accueillir. « Madame Fontaine, René m'avait dit que vous viendriez peu, être un jour. Je suis heureux que ce jour soit arrivé, même si je comprends que les circonstances sont difficiles. » Il a ouvert un dossier sur son bureau et en a sorti une enveloppe.
Votre mari m'a demandé de vous lire ceci si vous veniez me voir pour un problème concernant vos enfants. La voix de Maître Aubert a pris une couleur différente quand il a commencé à lire. Et dans cette pièce, aux livres anciens et à l'odeur de papier, j'ai entendu René me parler une dernière fois. Marguerite, si tu lis ces lignes, c'est que tu as eu besoin de te rappeler que tu n'es pas seule. Je t'ai aimée avec tout ce que j'avais. Et précisément parce que je t'aimais, je n'ai pas voulu te laisser sans protection. Non pas parce que nos enfants sont mauvais. Ils ne le sont pas, mais ils sont humains. Et les humains, quand ils ont peur, ou quand ils manquent, font parfois des choses qu'ils regrettent ensuite. Ce que j'ai mis en place n'est pas contre eux. C'est pour toi. Ta maison est ton ancre. Reste dedans. Reste toi-même. Et quand tu te sentiras seul, souviens-toi que l'amour que nous avons partagé était assez solide pour traverser ce que même la mort ne peut pas emporter. Je n'ai pas essayé de retenir mes larmes. Maître Aubert m'a tendu une boîte de mouchoirs avec le geste de quelqu'un qui a l'habitude de ces moments-là. Il m'a ensuite expliqué dans le détail ce que René avait organisé. L'usufruit viager était parfaitement constitué, enregistré, inattaquable. Aucun de mes enfants ne pouvait me contraindre à vendre, à déménager, à céder quoi que ce soit. J'avais tous les droits sur ma maison. Eux n'avaient que l'expectative de la nue propriété, un jour, dans un futur qui ne les regardait pas encore. « Que dois-je faire maintenant ?» lui ai-je demandé. Il m'a répondu avec un sourire calme. « Vous vivez, Madame Fontaine. » C'est tout ce que René vous demandait. Les semaines qui ont suivi ont eu la texture d'une renaissance lente, comme ces matins de février où la lumière revient mais où le froid est encore là. Je me déplaçais avec mes béquilles, puis avec une canne, puis sans rien. Ma cheville consolidait. Ma maison aussi. J'ai fait changer les serrures un jeudi matin. L'artisan s'appelait Franck. Il avait des mains larges et une radio qui jouait du Barbara en fond sonore. Le bruit du perçage dans mon couloir m'a semblé être la plus belle musique que j'entendais depuis longtemps. J'ai fait installer un interphone avec caméra à l'entrée. J'ai trié les affaires qu'Isabelle avait laissées dans le débarras lors de ses 3 mois chez moi, des cartons de livres, un vélo d'appartement, 2 lampes, et je les ai mis sous le porche avec un mot, à récupérer avant le 15. J'ai sorti mes affaires de couture que je n'avais pas touchées depuis que René était tombé malade. La machine à coudre était dans la chambre du fond, sous une housse. Je l'ai déposée dans le salon, près de la fenêtre qui donne sur le jardin. La lumière de novembre y était grise et belle. Huguette est venue prendre le café. Puis Louise, une amie d'enfance que j'avais un peu perdue de vue depuis quelques années. Puis Denise que je connaissais depuis le cours de gymnastique douce que nous faisions ensemble avant la pandémie. Ces femmes ont rempli ma maison d'une présence différente de celle que j'avais connue depuis des années. Une présence qui ne demandait rien, qui apportait quelque chose. Du côté de mes enfants, le silence a duré 3 semaines. Benoît a appelé le premier. Sa voix avait changé de registre. Il était moins assuré, moins commercial. « Maman, j'ai réfléchi. Je voulais te dire que je ne suis pas fière de moi. Pour l'hôpital, j'ai pas de bonne excuse. » Je lui ai répondu. « Je sais que tu n'en as pas. » Nous avons parlé 20 minutes. C'est la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Il m'a annoncé qu'il avait contacté un conseiller financier pour réévaluer son budget, que le virement mensuel qu'il recevait de moi lui avait permis de vivre au-dessus de ses moyens depuis trop longtemps. Il avait dit ces mots sans que je les lui demande. J'ai senti quelque chose se déposer en moi, quelque chose de lourd que je portais depuis longtemps sans m'en rendre compte. Chloé a mis plus de temps. Quand elle a appelé, c'était un dimanche soir, et elle pleurait dès les premières secondes. « Je suis une mauvaise fille, maman. » Je l'ai laissé dire. Puis j'ai dit « Tu n'es pas une mauvaise fille. Tu es une fille qui a pris de mauvaises habitudes, et dont la mère les a laissées prendre sans jamais rien dire. On a toutes les deux notre part. » Elle a reniflé. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » « Tu fais comme tout le monde, Chloé. Tu te débrouilles. Et si tu as besoin d'aide, tu me demandes vraiment demander, pas prendre. Il y a une différence. » Elle m'a dit qu'elle comprenait. Je crois qu'elle commençait à comprendre. Isabelle a été la plus longue à venir. Son silence avait quelque chose de plus dur, de plus blessé dans son orgueil. Un matin, j'ai entendu le son de l'interphone. Je l'ai vue sur l'écran de la caméra. Elle était seule, sans Julien, sans ses papiers. Elle attendait. Je l'ai fait attendre 5 minutes. Pas par cruauté. Par respect pour ce que ce moment méritait. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée, elle a regardé la maison, les nouveaux rideaux que j'avais cousus moi-même, la machine à coudre installée dans le salon, les fleurs que Huguette m'avait apportées la veille et quelque chose dans son visage s'est défait. « Tu as changé des choses ?» a-t-elle dit. « C'est ma maison. » ai-je répondu doucement.
Elle s'est assise. Elle a parlé longtemps. Elle a dit qu'elle avait eu peur pour moi, que la peur l'avait fait réagir de la pire façon possible, qu'elle avait pensé à la maison avant de penser à moi, et qu'elle ne se le pardonnait pas facilement. C'était sincère. Je le voyais dans la façon dont elle tenait ses mains sur ses genoux, cette position qu'elle avait enfant quand elle avouait quelque chose. Je ne lui ai pas dit que tout était oublié. Ce n'était pas vrai, et elle l'aurait su. Je lui ai dit « C'est un début, Isabelle, et les débuts, ça compte, le printemps est arrivé. » Ma cheville était guérie depuis février. J'ai repris le cours de gymnastique douce avec Denise. J'ai recommencé à faire le marché le samedi matin, le marché de la place Saint-Sauveur, avec ses fromagers normands, ses maraîchers, son odeur de pommes et de beurre frais. J'achetais pour moi exactement ce dont j'avais envie, sans calculer ce qui ferait plaisir à d'éventuels invités. Huguette, Louise, Denise et moi avons commencé à nous retrouver le mercredi après-midi. Nous avions pris l'habitude de nous retrouver tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre, pour coudre, tricoter, parler. Parfois d'autres femmes venaient une amie d'Huguette, la sœur de Louise. Ce petit cercle avait quelque chose de vivant, de nourrissant, que je n'aurais pas su nommer au début et que je reconnais maintenant pour ce qu'il était, de la solidarité entre femmes qui ont compris la même chose, à des moments différents de leur vie. Un après-midi, Louise m'a confié que son fils la pressait depuis des mois de vendre son appartement pour se mettre au chaud dans une résidence médicalisée. Elle n'avait rien de médical. Elle marchait 10 kilomètres par semaine et faisait ses mots croisés en moins d'1 heure. Elle avait peur de lui tenir tête. Je lui ai dit ce que Maître Aubert m'avait dit à sa façon. « Ta maison est ton droit. Pas un cadeau, pas une faveur. Ton droit. » Elle est repartie ce soir-là avec quelque chose de différent dans les épaules. Ma propre transformation n'était pas spectaculaire. Elle n'avait pas la netteté d'une rupture ou d'une révolution. C'était plus discret, plus profond. Je me réveillais le matin avec une sensation que je n'avais pas eue depuis des années. J'avais envie de savoir ce que la journée allait m'apporter, à moi. J'ai recommencé à lire. Pas les livres que René aimait, que j'avais relus après sa mort comme pour garder sa présence. Des livres à moi, des romans que j'avais envie de découvrir, des essais sur des sujets qui m'intéressaient. J'ai retrouvé le plaisir des choses choisies librement. Mes enfants appelaient plus régulièrement, pas pour demander quelque chose, pour prendre des nouvelles. Benoît, le premier dimanche de chaque mois, avec une régularité presque touchante. Chloé, plus irrégulièrement, mais toujours avec quelque chose à raconter, une anecdote de son EHPAD, une sortie avec des collègues, une petite victoire du quotidien. Elle apprenait à construire une vie qui ne reposait pas sur les filets de sécurité que je lui avais tendus sans qu'elle me les demande. Isabelle venait déjeuner 1 fois par mois, le premier samedi. Elle appelait toujours 2 jours avant pour confirmer. Ce détail, ce simple coup de fil pour vérifier que c'était bien pour moi, valait plus que n'importe quelle grande déclaration. Un soir de juin, alors que j'étais assise dans mon jardin avec un verre de cidre bouché un bon, du Pays d'Auge, que j'avais acheté au marché, j'ai pensé à René. Je pense à lui souvent, mais ce soir-là, c'était différent. Ce n'était pas la pensée du manque. C'était la pensée de la gratitude. Il avait vu ce que moi je ne voulais pas voir. Il avait vu que nos enfants, malgré tout l'amour que nous leur avions donné, avaient des failles que l'amour seul ne pouvait pas combler. Il avait vu que ma générosité, sans limite, sans condition, sans réciprocité exigée, ne les aidait pas. Elle les maintenait dans une enfance prolongée, confortable, qui leur évitait de devenir pleinement adultes. Il avait mis en place ce qu'il fallait pour que je puisse, le moment venu, leur offrir quelque chose de plus précieux que de l'argent ou du confort. La nécessité de se prendre en charge. « Merci, René », ai-je dit à voix basse, pour la 2e fois depuis l'hôpital. Et cette fois, les larmes n'étaient pas de chagrin. Ce que j'ai appris dans tout cela est simple à énoncer et long à comprendre. L'amour maternel est une chose immense, mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la dissolution. On peut aimer ses enfants profondément et néanmoins leur dire « non ». On peut être une bonne mère, et être aussi, simultanément, une femme entière qui a ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre vie. La dignité n'est pas quelque chose que les autres nous reconnaissent. C'est quelque chose que nous décidons de nous accorder, souvent plus tard que nous ne l'aurions dû, mais jamais trop tard. Ce matin, il y avait du soleil sur les toits de Caen. J'ai fait mon café, j'ai mis un disque de Juliette Gréco sur la platine que René avait restauré il y a 20 ans, et je me suis installée devant ma machine, à coudre avec le tissu d'un rideau que je refais pour la chambre du fond. Le jardin commence à reverdir. Le géranium d'Huguette a repris des couleurs. La sonnerie de l'interphone retentit en fin de matinée.
Sur l'écran, j'ai vu Chloé avec un sac en papier craft à la main. Elle avait prévenu 2 jours avant, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. Elle est entrée avec ce sac une tarte aux pommes du boulanger qu'elle avait traversé la ville pour aller chercher, parce qu'elle savait que c'est ma préférée. Elle l'a posée sur la table, elle m'a embrassée, et elle m'a dit « Je t'ai apporté un truc, pas pour une raison, juste parce que j'en avais envie. » C'est tout ce qu'elle a dit. Et c'était tout ce qu'il fallait. Nous avons mangé la tarte dans le jardin, avec du thé, en parlant de choses légères, de sa collègue qui venait d'accoucher, du film qu'elle avait vu la semaine dernière, du tilleul au fond du jardin qui avait besoin d'être taillé, des choses de la vie ordinaire, partagées entre 2 femmes qui se réapprennent l'une l'autre. Je suis Marguerite Fontaine, j'ai 69 ans. Je suis veuve, mère, grand-mère. Mais ce que je suis avant tout, ce que j'ai failli oublier et que je ne laisserai plus jamais recouvrir par le bruit des besoins des autres, je suis moi-même. Et ma maison, cette maison en pierre de Caïn, où René et moi avons construit notre vie, où mes enfants ont grandi, où j'ai pleuré et ri et vieilli et recommencé, est l'endroit où cette femme-là a décidé de continuer à exister, à ses conditions, dans sa lumière. Il n'est jamais trop tard pour décider que l'on compte. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Quelle aurait été votre réaction, à ma place? Et surtout, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Ce que vous allez y découvrir vous surprendra jusqu'au bout.